ma belle-mère a ruiné Emma Rob D. mariée avec du VIN rouge, au UPS, a-t-elle chuchoté avec un sourire malveillant. Tous les invités ont vu mon humiliation. J'ai disparu pendant 20 minutes et je suis revenu avec quelque chose, et qui a détruit sa réputation pour toujours. J'ai trouvé les relevés bancaires à 2h47 du matin, éparpillés sur le bureau en acajou de Laurence, comme les preuves d'un crime. Et c'est exactement ce qu'ils étaient, retrait du fonds médical de Sophie, 5 000 €, une autre page, retrait 8 000 €. Mes mains tremblaient en feuilletant mois après mois d'espoir volé, de chance volée, de vie volée. 23 000 € en volée, pendant que la tante de David, Sophie, gisait mourante dans un lit d'hôpital, croyant que sa famille ne pouvait pas se permettre de la sauver. Je n'étais venu chez Laurence cette nuit-là que pour récupérer les centres de table qu'elle avait insisté pour réparer pour notre mariage. J'avais utilisé le double des clés que David m'avait données, m'attendant à prendre les décorations et à partir. Au lieu de cela, j'ai trébuché dans un cauchemar qui rendait chaque méchanceté que Laurence m'avait faite paraître insignifiante en comparaison. Les papiers tremblaient dans mes mains alors que je lisais la dernière entrée, retrait 2 000 €, amélioration des fleurs de mariage. Elle avait littéralement volé de l'argent à sa sœur mourante pour rendre mon mariage plus élaboré, non pas parce qu'elle se souciait de mon bonheur, mais parce qu'elle voulait la toile de fond parfaite pour n'importe quel plan tordu qu'elle préparait. Avant de continuer avec cette vengeance du jour du mariage, je veux vous remercier de vous joindre à moi pour partager des histoires sur la façon de tenir tête aux membres toxiques de la famille. Si vous croyez que les victimes méritent justice et que les brutes devraient faire face aux conséquences, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Maintenant, voyons comment cela se déroule. C'est alors que j'ai entendu sa voix dériver de la cuisine, au téléphone, pleurant, désespérée, pathétique. « S'il te plaît, Marguerite, tu dois raisonner David. Cette fille va tout gâcher ce que nous avons construit. Elle n'est rien d'autre qu'une petite croqueuse de diamants qui a piégé mon fils avec ses mensonges. » Mon sang s'est glacé en réalisant qu'elle parlait de moi à la tante préférée de David, planifiant quelque chose pour le jour de notre mariage qui montrerait enfin à tout le monde ce qu'est réellement Juliette. Je me suis plaqué contre le mur du couloir, écoutant son plan stratégique comme un général planifiant une guerre. Chaque mot s'est gravé dans ma mémoire, chaque détail ajoutant à l'image d'une femme si consumée par la haine qu'elle volerait à sa propre sœur mourante pour financer sa vengeance. Cette nuit-là, tout a changé. J'ai cessé d'être la victime de Laurence et j'ai commencé à devenir quelque chose de bien plus dangereux, une femme n'ayant plus rien à perdre et tout à prouver. Mais cette guerre avait commencé bien plus tôt, bien avant que je ne découvre les profondeurs de la cruauté de Laurence. Elle a commencé la nuit où David a glissé cette bague de fiançailles à mon doigt et où nous avons décidé de partager notre joie avec sa famille. Le restaurant Le Relais d'Orléans bourdonnait de l'élégance discrète de la vieille fortune et des secrets plus anciens. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les tables où l'élite de la ville discutait d'affaires autour de steaks à 100 €. Cela aurait dû être parfait, une célébration de l'amour dans un lieu qui reflétait le statut et la tradition de la famille de David. Au lieu de cela, c'est devenu la première bataille d'une guerre dont je ne savais même pas que j'étais engagé. Les yeux de Laurence se sont fixés sur ma bague avant même que j'aie complètement tendu la main. Elle avait observé, attendu, comme une araignée dans sa toile de maquillage parfaitement appliquée et de vêtements de marque. Le sourire qui s'est étendu sur son visage était beau et terrifiant, comme regarder un prédateur montrer les crocs. « Comme c'est charmant !» a-t-elle ronronné en attrapant ma main avec des ongles parfaitement manucurés qui ressemblaient à des griffes contre ma peau. « David, chéri, tu as certainement un goût unique. » La pause avant, unique, a duré juste assez longtemps pour que tout le monde à notre table le remarque. Mes parents, qui rayonnaient de fierté quelques instants auparavant, ont échangé des regards inquiets. Le père de David s'est raclé la gorge, mal à l'aise, reconnaissant les signes avant-coureurs de la forme particulière de guerre sociale de sa femme. Mais Laurence n'avait pas fini. Oh non, elle ne faisait que commencer. Je dois absolument y regarder de plus près, annonça-t-elle, sortant une loupe de bijoutier de son sac à main avec l'aisance d'un magicien révélant une colombe. Vous n'imagineriez pas combien de jeunes hommes se font avoir par des marchands peu scrupuleux de nos jours. Le restaurant semblait se calmer autour de nous, les autres convives sentant le drame se dérouler à la table du coin. Je voulais retirer ma main, mais la poigne de Laurence était ferme, possessive, revendiquant la propriété même de ce moment qui aurait dû appartenir à David et à moi. À travers la loupe, elle examinait ma bague avec l'intensité d'un détective étudiant des preuves. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable, jusqu'à ce que même les serveurs cessent de faire semblant de ne pas regarder. « Eh bien » annonça-t-elle enfin,
sa voix portant à travers la moitié du restaurant, c'est certainement adéquate. La clarté est un peu préoccupante, et cette inclusion près du pavillon est assez proéminente. Mais je suppose que, quand on est reconnaissant pour n'importe quoi, ces détails importent moins. Les mots frappaient comme des coups physiques, adéquate, reconnaissant pour n'importe quoi. Devant mes parents, devant un restaurant plein d'inconnus, elle venait d'annoncer que ma bague de fiançailles, et par extension moi, étions de qualité inférieure, un lot de consolation, quelque chose pour lequel David s'était contenté. Le visage de ma mère se crispa de confusion et de douleur. La mâchoire de mon père se serra si fort que je pouvais entendre ses dents grincer. David commença à protester, mais Laurence le fit taire d'un geste de la main et de ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Maintenant, chérie. Je ne fais que veiller sur vous deux. Certaines filles aujourd'hui sont si exigeantes sur les caras et les montures, mais Juliette ici est clairement plus pratique. Plus reconnaissante. C'est en fait assez rafraîchissant. Reconnaissante. Elle n'arrêtait pas d'utiliser ce mot comme une arme, chaque répétition coupant plus profondément que la précédente. Reconnaissante impliquait que je devais être reconnaissante pour des miettes, heureuse des restes, contente de tout ce que David était prêt à donner à sa pauvre petite amie de cas de charité. Alors que les conversations reprenaient autour de nous et que le serveur s'approchait enfin avec notre service de champagne retardé, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout à propos d'une bague. C'était la déclaration de guerre de Laurence, sa première salve dans une campagne conçue pour me faire comprendre que je ne serais jamais assez bien pour son fils, sa famille ou leur monde. Mais alors que j'étais assise là, souriant à travers l'humiliation pendant que Laurence continuait sa performance de belle-mère attentionnée, je me suis fait une promesse. Elle voulait une guerre. Elle était sur le point de découvrir que certains ennemis ripostent. Et quand ils le font, ils se battent pour gagner. Les nuages gris suspendus au-dessus du manoir de Bellefleur semblaient être un présage alors que je regardais par la fenêtre de la suite nuptiale à 6h30 du matin. Des gouttelettes de pluie s'accrochaient à la vitre comme des larmes, et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Laurence était quelque part dans ce magnifique lieu, complotant ma destruction avec la même précision méthodique qu'elle avait utilisée pour voler sa sœur mourante. Mon téléphone vibra contre la coiffeuse en marbre. Camille, ma demoiselle d'honneur, était déjà en mode gestion de crise totale malgré l'heure matinale. Juste le fleuriste vient d'appeler. Quelqu'un a changé votre commande de bouquet pour y inclure des lys funéraires. Des blancs. Il demande si nous sommes sur du thème commémoratif pour aujourd'hui. Mon sang se glaça. Des lys funéraires le jour de mon mariage. Le message de Laurence était limpide, elle voulait que mon mariage soit morné. Donne-moi le numéro de fleurs et senteurs, dis-je, ma voix plus assurée que je ne me sentais. Dis-leur que nous changeons de fleuriste immédiatement. Et Camille, ne mentionne cela à personne d'autre. Pas encore. Alors que Camille se dépêchait de réparer la dernière tentative de sabotage de Laurence, j'ai surpris mon reflet dans le miroir orné. Ma peau était pâle, des cernes assombrissaient mes yeux malgré l'anti-cerne que j'avais appliqué. Je ressemblais à une femme se préparant au combat, pas à une mariée se préparant pour le plus beau jour de sa vie. L'ironie ne m'échappait pas, Laurence avait passé des mois à transformer mon mariage en zone de guerre, et maintenant j'en avais l'air. Mes demoiselles d'honneur ont commencé à arriver à cette heure, leur joyeux bavardage remplissant la suite comme un chant d'oiseau après une tempête. Sophie, ma sœur, est entrée en trombe avec du café et des pâtisseries, suivie de mes colocataires d'université, Emma et Rachel, qui ont immédiatement commencé à déballer suffisamment de maquillage pour approvisionner une production théâtrale. Tu as l'air nerveuse, observa Emma, étudiant mon visage avec l'œil perçant de quelqu'un qui me connaissait depuis 8 ans. Trac d'avant-mariage ou autre chose ? Avant que je puisse répondre, Maria, notre photographe, frappa doucement à la porte. Son sourire habituellement éclatant était remplacé par un froncement de sourcils inquiet qui me serra l'estomac. « Juliette, pourrais-je te parler en privé un instant ?» Je l'ai suivie dans le couloir, mes pieds nus silencieux sur la moquette moelleuse. Maria jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle avant de se pencher près de moi. « Je dois te dire quelque chose à propos de ta belle-mère. Elle m'a approché ce matin alors que j'installais du matériel dans l'espace de la cérémonie. Elle m'a offert de me payer 1 000 € de plus pour capturer des angles peu flatteurs de toi pendant la cérémonie et la réception. » Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Qu'a-t-elle dit exactement ? Elle a dit qu'elle voulait des photos qui montreraient ton vrai caractère et que la famille apprécierait d'avoir une documentation honnête d'aujourd'hui. Quand j'ai refusé, elle s'est mise en colère, vraiment en colère.
Elle m'a dit que je n'étais pas professionnel et qu'elle s'assurerait que je ne travaille plus jamais à un mariage dans cette ville. Les mains de Maria tremblaient légèrement alors qu'elle continuait. Elle a aussi essayé d'entrer plus tôt dans la zone du photomaton, prétendant qu'elle voulait mieux organiser les accessoires, mais je l'ai surprise en train d'essayer de remplacer tes pancartes personnalisées par d'autres avec des messages différents, des messages grossiers. Je l'ai arrêtée, mais elle est devenue hostile et exigeante. J'ai fermé les yeux, traitant cette dernière attaque. Laurence ne prévoyait pas seulement de m'humilier, elle essayait de s'assurer que cette humiliation serait documentée en permanence. Elle voulait des photos qui me feraient paraître terribles et des images de photomaton qui embarrasseraient ma famille pendant des années. Maria, merci de me l'avoir dit. Et merci d'avoir protégé ma journée. Je ne l'oublierai pas. En retournant dans la suite nuptiale, mon téléphone sonna de nouveau, le traiteur. Mon cœur se serra avant même que je ne réponde. Mademoiselle Juliette ? Je vous appelle au sujet des changements de menu que votre belle-mère a demandé ce matin. Elle a dit que la famille a des restrictions alimentaires spécifiques dont nous n'avons pas été informés, et elle nous demande de passer à un plan de repas complètement différent. Le problème est que nous n'avons pas ces ingrédients sous la main, et cela signifierait servir à vos invités quelque chose de beaucoup plus simple que ce que vous avez commandé. Je serrai plus fort le téléphone. Qu'a-t-elle demandé spécifiquement ? Du poulet et des légumes basiques, sans assaisonnement au-delà du sel et du poivre. Elle a dit que la famille a des systèmes digestifs sensibles et que toute autre chose serait inappropriée pour une célébration aussi traditionnelle. Laurence essayait de transformer ma réception de mariage élégante en un repas fade et oubliable qui laisserait nos invités déçus et parlant de la mauvaise planification pendant des mois. Ignorez-la complètement, dis-je fermement. Servez exactement ce que nous avons commandé. Si elle a des problèmes avec la nourriture, elle n'est pas obligée de manger. À peine avais-je raccroché que Marc, notre DJ, frappa à la porte. Je n'ai même pas eu besoin de demander, son expression désolée me disait tout. Laisse-moi deviner, Laurence ? Elle veut changer votre chanson de première danse, dit-il. Perfect d'Ed Sheeran est trop contemporain pour une famille aussi traditionnelle, et elle demande que nous jouions quelque chose de classique à la place. Elle veut aussi supprimer environ la moitié de votre liste de lecture parce que ce n'est pas approprié pour une compagnie mixte. Chaque tentative de changement ressemblait à une autre petite mort, une autre partie de mon mariage de rêve que Laurence essayait de voler. Mais quelque chose d'étrange se produisait, au lieu de me sentir vaincu, je devenais en colère, vraiment en colère. La colère que je découvrais me rendait vive. Marc, voici ce qui va se passer. Tu vas jouer chaque chanson de notre liste de lecture originale. Si Laurence t'approche à nouveau, tu la renvoies vers moi. Si elle devient difficile, tu appelles la sécurité du lieu. Sommes-nous clairs ? Son sourire soulagé me dit que j'avais dit exactement ce qu'il avait besoin d'entendre. Limpide. Et Juliette, bien joué pour toi. J'ai travaillé à des centaines de mariages, et je n'ai jamais rien vu de tel. Au fur et à mesure que la matinée avançait, les attaques continuaient. La maquilleuse a mentionné que quelqu'un l'avait appelé pour lui demander d'utiliser des tons plus naturels, qui conviendraient mieux à mon teint, code pour me faire paraître délavé. La coiffeuse avait reçu une demande pour coiffer mes cheveux en un chignon plus conservateur, qui cacherait mon visage. Même le pasteur avait été contacté avec des préoccupations concernant ma préparation à un engagement aussi sacré. Chaque incident était petit, apparemment innocent vu isolément, mais ensemble, ils peignaient le tableau d'une femme si déterminée à détruire le jour de mon mariage qu'elle était prête à corrompre chaque fournisseur, chaque moment, chaque détail. À 11 heures, mes demoiselles d'honneur avaient remarqué le schéma des appels téléphoniques et des conversations chuchotées. Camille m'a prise à part alors que la maquilleuse travaillait sur mes yeux. Juliette, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Ce ne sont pas des changements de dernière minute normaux. J'ai rencontré son regard dans le miroir, voyant mon propre reflet entouré des visages inquiets des femmes qui m'aimaient le plus. Ses amis m'avaient regardé planifier ce mariage pendant des mois, avaient vu mon excitation pour chaque détail que Laurence essayait maintenant de détruire. Laurence essaie de tout saboter, dis-je doucement. Elle planifie ça depuis des mois. La bouche d'Emma tomba. Mais pourquoi ferait-elle ça ? Parce qu'elle me déteste. Elle me déteste depuis la nuit où David a fait sa demande, et aujourd'hui, c'est sa chance de prouver à tout le monde que je ne suis pas assez bien pour son fils. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du doux pinceau de maquillage contre ma peau. Mes amis échangèrent des regards, et je pus voir le moment où elles passèrent du mode cortège nuptial au mode protecteur. « De quoi as-tu besoin ?» demanda Sophie,
sa voix portant la loyauté féroce que seule une sœur pouvait fournir. Aidez-moi à me préparer. Aidez-moi à être belle. Et aidez-moi à traverser cette journée sans la laisser gagner. Alors que midi approchait et que ma robe de mariée était soigneusement retirée de son cintre, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi. Laurence pensait qu'elle chassait une victime sans défense, mais elle avait commis une erreur cruciale, elle m'avait donné toute la matinée pour me préparer à la guerre. La soie de ma robe de mariée bruissait comme des promesses chuchotées alors que David et moi descendions l'allée ensemble pour la première fois en tant que mari et femme. Des pétales de rose dansaient dans l'air au-dessus de nous, captant la lumière du soleil de fin d'après-midi qui avait finalement percé les nuages gris du matin. Chaque visage dans l'espace de cérémonie bondé rayonnait de joie et d'amour. Chaque visage, sauf un. Laurence se tenait au premier rang, ses mains bougeant en applaudissements mécaniques qui ressemblaient plus à un lent clap de condamnation qu'à une célébration. Son sourire était parfaitement pratiqué, le genre qu'elle avait perfectionné lors de décennies de galas de charité et de fonctions sociales, mais ses yeux contenaient quelque chose de froid et de calculateur qui me tordait l'estomac malgré le bonheur écrasant du moment. « Tu l'as fait » chuchota David contre mon oreille alors que nous nous arrêtions à l'arrière de l'espace de cérémonie, sa voix épaisse d'émotion. « Tu es officiellement coincée avec moi maintenant, Madame Dubois. » J'ai ri, le son clair et authentique pour la première fois depuis des mois. Pendant 45 minutes, Laurence avait été forcée de s'asseoir tranquillement et de regarder son fils me choisir malgré ses objections. Elle avait dû l'écouter promettre de m'aimer, m'honorer et me chérir devant 200 témoins. Elle avait dû le regarder glisser la bague de ma grand-mère à mon doigt et me déclarer sa femme. Mais alors que la photographe, Maria, commençait à nous organiser pour les photos post-cérémonie, j'ai surpris Laurence vérifiant sa montre avec l'urgence de quelqu'un surveillant un compte à rebours. Quand elle pensait que personne ne regardait, elle a sorti son téléphone et a envoyé un SMS rapide, ses doigts bougeant avec une efficacité exercée. « Où vas-tu, maman » appela David alors que Laurence s'éloignait soudainement du groupe familial. « Je vérifie juste les détails de la réception, chérie, » répondit-elle d'une voix sirupeuse. « Je veux que tout soit parfait pour ta journée spéciale. » Elle disparut dans le manoir, ses talons claquant contre le chemin de pierre avec une précision militaire. 20 minutes passèrent avant qu'elle ne revienne, et quand elle le fit, il y avait quelque chose de différent dans son attitude. L'énergie nerveuse qui l'avait entourée toute la matinée avait disparu, remplacée par un calme troublant qui me rappelait l'œil d'un cyclone. Le cocktail se déroula comme un conte de fées malgré mon malaise croissant. La musique d'un quatuor à cordes flottait sur la terrasse alors que les invités se mêlaient parmi les jardins parfaitement entretenus, les coupes de champagne captant la lumière dorée. Le colocataire d'université de David régalait un groupe avec l'histoire de la façon dont David s'était entraîné à faire sa demande devant son miroir de salle de bain pendant 3 semaines avant d'avoir le courage de me demander. Mes sœurs de sororité entouraient ma mère, s'extasiant sur des photos de mon enfance qu'elle avait apportées à partager. Même Laurence semblait jouer le rôle de la gracieuse belle-mère, posant pour des photos avec des parents et acceptant les félicitations pour le mariage de son fils. Mais j'ai remarqué qu'elle gravitait constamment vers le bar, engageant le barman dans ce qui semblait être des conversations détaillées. « Tout va bien ?» demanda Camille, apparaissant à mon coude, son radar de demoiselle d'honneur enfin réglé sur mon niveau de stress. « Je surveille juste Laurence », murmurai-je, hochant la tête vers l'endroit où elle se tenait à discuter avec le barman tout en désignant diverses bouteilles de vin. Camille suivit mon regard, son expression s'assombrissant. « Tu veux que j'aille voir de quoi elle parle ?» Avant que je puisse répondre, la coordinatrice du mariage apparut pour annoncer que le dîner était prêt à être servi. Les invités commencèrent à affluer vers la salle de réception, leur joyeux bavardage résonnant contre les murs de pierre du manoir. David prit ma main, la serrant doucement alors que nous nous préparions à faire notre grande entrée en tant que mari et femme. La salle de réception ressemblait à quelque chose d'un magazine. La lumière des bougies vacillait depuis des photophores en cristal sur chaque table, projetant des ombres dansantes sur des nappes de couleur crème. Les centres de table, sauvés de la tentative de sabotage aux lys funéraires de Laurence, étaient d'élégants arrangements de roses blanches et de gypsophiles qui semblaient briller dans la douce lumière. Notre table d'honneur était surélevée sur une petite estrade, nous offrant une vue parfaite de nos invités et, malheureusement, leur offrant une vue parfaite de nous. Alors que David et moi prenions place sous des applaudissements tonitruants, Laurence fit une démonstration délibérée d'approche de notre table. « Ma belle-fille, annonça-t-elle, assez fort pour que les tables voisines l'entendent, ses bras grands ouverts dans une étreinte qui ressemblait plus à un piège se refermant sur moi. « Tu es absolument radieuse. » Ses doigts tracèrent le délicat perlage du corsage de ma robe, le contact s'attardant inconfortablement longtemps.
Cette soie est exquise, continua-t-elle, sa voix portant une étrange note de fascination. Si délicate, si pure, il serait absolument impossible de la nettoyer si quelque chose lui arrivait. Le père de David s'agita inconfortablement sur son siège, reconnaissant clairement quelque chose d'anormal dans le comportement de sa femme. Mais David lui-même sourit simplement avec indulgence. « Maman, tu es encore dramatique. » Le rire de Laurence tinta comme du verre brisé. « Suis-je ? Je veux juste que tout reste parfait pour Juliette. Certains moments ne peuvent pas être défaits, ne peuvent pas être réparés, peu importe combien d'argent vous y mettez. » Alors que le service du dîner commençait et que le témoin de David, Théo, se levait pour porter son toast, Laurence se positionna directement derrière ma chaise. Je pouvais sentir sa présence comme la chaleur d'un feu, pouvais sentir son parfum cher se mélanger à autre chose, du vin. Elle tenait un verre de Cabernet Sauvignon rouge profond, le liquide si sombre qu'il paraissait presque noir à la lueur des bougies. La voix de Théo emplit la salle de réception alors qu'il parlait d'amour véritable et de partenariat de vie, de la façon dont il avait vu David se transformer d'un célibataire insouciant en un homme prêt à construire un avenir avec la femme qu'il adorait. Les invités riaient à ces histoires drôles et avaient les larmes aux yeux pendant ces moments plus sentimentaux. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur les mots. Toute mon attention était fixée sur Laurence derrière moi, la façon dont elle n'arrêtait pas de changer de poids, se rapprochant à chaque phrase de Théo. Camille, assise à la table d'honneur, l'avait remarqué aussi. Ses yeux ne cessaient de faire des allers-retours entre Laurence et moi, son expression devenant de plus en plus préoccupée. Et donc, je lève mon verre, conclut Théo, sa voix chaude d'émotion, à l'amour véritable qui surmonte tous les obstacles, et à David et Juliette, qui prouvent que parfois les meilleures choses de la vie valent la peine de se battre. La pièce éclata en applaudissements et en verres levés. C'est alors que Laurence fit son mouvement. Elle s'avança comme si elle était submergée par l'émotion, comme si les mots de Théo sur la lutte pour l'amour l'avaient inspirée à étreindre sa nouvelle belle-fille. Son talon se prit, ou parut se prendre, dans le pied de ma chaise avec une précision théâtrale. Le temps ralentit jusqu'à devenir rampant alors qu'elle trébuchait en avant avec une maladresse digne d'un César, son verre s'inclinant vers moi comme une arme trouvant sa cible. Le Cabernet Sauvignon coula sur le devant de ma robe en une cascade cramoisie, imbibant la soie délicate et s'étalant sur le perlage complexe comme du sang versé. La salle de réception tomba dans un silence choqué. 200 invités regardèrent la tache sombre s'étendre sur ma robe blanche, me regardèrent assise, figée d'horreur, alors que le vin dégoulinait du corsage sur mes mains, mes genoux, mes chaussures. « Oh mon Dieu !» haleta Laurence, sa voix portant parfaitement à travers la pièce silencieuse. « Oh, Juliette, je suis tellement désolée. Quelle maladroite je suis !» Elle commença immédiatement à tamponner la tache avec sa serviette, chaque contact étalant le vin plus profondément dans les fibres de soie, aggravant les dégâts tout en paraissant aider. Les invités haltèrent et murmurèrent. Ma mère se leva de son siège, les larmes déjà aux yeux, et David bondit pour me réconforter. Mais alors que Laurence se penchait près, ostensiblement pour évaluer les dégâts, elle approcha ses lèvres de mon oreille sous le couvert du chaos qu'elle avait créé. Elle chuchota 2 mots qui transpercèrent mon choc comme une lame, « oups ». Son sourire était narquois, triomphant, le sourire de quelqu'un qui venait d'exécuter un plan préparé depuis des mois. Ce n'était pas un accident. C'était le chef-d'œuvre de Laurence, une humiliation publique conçue pour tacher non seulement ma robe, mais le souvenir de cette journée pour toujours. Debout là, dans ma robe ruinée, le vin dégoulinant encore sur le sol, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. La femme effrayée et défensive qui avait passé des mois à documenter la cruauté de Laurence avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de bien plus dangereux, une mariée n'ayant plus rien à perdre et un plan bien à elle à exécuter. J'ai besoin de quelques minutes pour évaluer les dégâts, annonçai-je à la salle, ma voix portant avec une assurance surprenante malgré le vin qui dégoulinait encore de mon corsage. La salle de réception resta figée dans un silence inconfortable, 200 perdus observant chacun de mes mouvements. Je reviens tout de suite. David se leva immédiatement, le visage marqué par l'inquiétude et une fureur à peine contenue envers sa mère. Je viens avec toi, t'aider. Non. Je posai doucement ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre rapidement sous le tissu de son smoking. Reste ici. Divertis nos invités. C'est le jour de notre mariage, et je ne laisserai rien le gâcher pour eux. Je l'embrassai doucement sur la joue, chuchotant près de son oreille pour que lui seul puisse entendre, tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Camille se dirigeait déjà vers moi, ses instincts de demoiselle d'honneur s'activant à plein régime,
mais j'ai croisé son regard et lui ai fait un très léger signe de tête, pas encore. Je devais gérer cette prochaine partie seule. La marche de la salle de réception à la suite nuptiale ressemblait à une marche vers l'exécution, sauf que ce n'était pas moi qui allais mourir aujourd'hui. Mes talons claquaient contre les sols en marbre avec un rythme régulier et déterminé, chaque pas résonnant dans les couloirs du manoir comme un compte à rebours. Une fois dans la suite nuptiale, j'ai verrouillé la porte derrière moi et me suis dirigé avec détermination vers mon sac d'urgence. Camille est arrivée quelques instants plus tard, me trouvant non pas en sanglots sur ma robe ruinée comme elle s'y attendait, mais en train de sortir méthodiquement des articles du kit soigneusement emballé que j'avais assemblé des mois auparavant, mon téléphone, du maquillage de secours et, surtout, le petit carnet en cuir où je documentais chaque mot cruel, chaque manipulation, chaque vol. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Camille était vive d'inquiétude. « Nous devons te nettoyer, peut-être voir s'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour la tâche. » Camille. J'ai levé les yeux de mes préparatifs, rencontrant son regard avec un calme qui semblait la déconcerter plus que des larmes ne l'auraient fait. « J'ai besoin que tu retournes à la réception. Assure-toi que Laurence ne parte pas. Si elle essaie d'aller quelque part, crée une diversion, renverse un verre, commence une conversation, trébuche sur tes propres pieds si nécessaire. Fais juste en sorte qu'elle reste là. Qu'est-ce que tu prévois ? » Je me suis levé lentement, lissant la soie tachée de vin de ma robe avec des mains assurées. Je vais donner à Laurence exactement ce qu'elle mérite. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance. Camille étudia mon visage pendant un long moment, y lisant quelque chose qui la fit hocher lentement la tête. De combien de temps as-tu besoin ? 20 minutes, peut-être moins. Dès que Camille est partie, j'ai activé le plan que j'avais espéré ne jamais avoir à utiliser. Mes doigts se sont déplacés sur l'écran de mon téléphone avec la précision d'un chirurgien, composant le premier numéro de ma liste de contacts soigneusement établie. Ciel écriture ici, Jacques. Jacques, c'est Juliette Dubois. C'est l'heure. La pause à l'autre bout du fil fut brève mais chargée de compréhension. Il y a 3 semaines, quand j'avais contacté pour la première fois la société d'écriture aérienne, Jacques avait pensé que j'étais folle. Une mariée engageant un écrivain aérien comme assurance contre le sabotage du jour du mariage semblait sortir d'un feuilleton, mais mon acompte avait été suffisamment substantiel pour garantir son silence et ses services. Les conditions météorologiques sont parfaites, confirma-t-il, sa voix professionnelle malgré la nature inhabituelle de la demande. Le message sera, Laurence a volé 20 000 € du fonds cancer de sa sœur, correct ? Correct. Combien de temps avant que ce soit visible au-dessus du lieu ? 15 minutes, peut-être moins avec ces conditions de vent. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le deuxième numéro. Marc, notre DJ, a répondu dès la première sonnerie, s'attendant probablement à une demande de chanson ou à une mise à jour de l'horaire pour le service du dîner. Marc, c'est Juliette. J'ai une surprise spéciale pour la réception. J'ai besoin que tu sois prêt à jouer des fichiers audio de mon téléphone via le système de sonorisation. Son hésitation fut immédiate. Des fichiers audio ? Quel genre de ? Le contrat comprend des dispositions pour les demandes spéciales de la mariée, lui rappelai-je, ma voix prenant l'acier que des mois à traiter avec Laurence m'avait appris à invoquer. Cela se qualifie. J'ai rapidement transféré les fichiers audio que j'avais collectés depuis les fiançailles, les messages vocaux venimeux de Laurence où elle m'insultait avec des noms qui feraient rougir un marin, où elle suppliait David de reconsidérer son mariage avec moi, où elle détaillait ses plans pour me rendre la vie misérable jusqu'à ce que je reprenne mes esprits et que je laisse son fils tranquille. L'enregistrement le plus accablant datait de 2 semaines, une diatribe livre de 15 minutes où Laurence exposait ses plans de sabotage du jour du mariage avec des détails explicites. Elle avait été si confiante dans sa droiture, si certaine que personne ne la défierait jamais, qu'elle avait documenté sa propre cruauté. La vive inspiration de Marc me dit qu'il avait écouté suffisamment du premier fichier pour comprendre ce que je lui demandais de faire. Oh mon Dieu, Juliette! Es-tu absolument sûre de ça? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Sois prêt pour mon signal. Le 3e appel fut le plus difficile, mais aussi le plus nécessaire. Le docteur Moreau avait été l'oncologue de Sophie pendant 3 ans, la regardant combattre le cancer avec le genre de courage qui vous faisait croire en la résilience de l'esprit humain. Quand je l'avais contacté pour la première fois au sujet des fonds manquants du compte de traitement de Sophie, il avait été sceptique mais minutieux dans son enquête. Docteur Moreau, c'est Juliette Dubois. Je vous donne la permission d'appeler Robert immédiatement avec vos découvertes sur le compte de Sophie. La pause s'étira assez longtemps pour que je me demande si l'appel avait été interrompu.
Quand il parla enfin, sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait vu trop de cruauté humaine déguisée en loyauté familiale. Juliette, vous comprenez ce que cela va faire. Cela va détruire leur mariage. Robert ne lui pardonnera jamais. Je me suis regardé dans le miroir orné, le vin tachant ma robe de mariée comme du sang versé, et j'ai pensé à Sophie allongée dans ce lit d'hôpital il y a 3 semaines, Sophie qui s'était excusée auprès de sa famille d'être un tel fardeau financier, Sophie qui est morte en croyant que sa famille ne pouvait pas se permettre de la sauver alors que l'argent avait été là tout le temps. Elle a détruit ce mariage elle-même quand elle a choisi de voler sa sœur mourante plutôt que de l'aider à vivre. Passé l'appel. Avec mes 3 frappes stratégiques lancées, j'avais environ 10 minutes avant que les dominos ne commencent à tomber. Je me suis approché du miroir et j'ai commencé à retoucher mon maquillage, non pas pour cacher les preuves de pleurs, je n'avais pas versé une seule larme, mais pour m'assurer d'avoir l'air calme et en contrôle quand je retournerais affronter Laurence. Il ne s'agissait plus de ressembler à une victime, il s'agissait de ressembler à une femme qui venait de déclarer la guerre et qui était confiante en sa victoire. Mon téléphone vibra avec la première mise à jour. Message complet survolant le lieu maintenant. Ciel dégagé, visibilité parfaite. Jacques. Le deuxième SMS arriva 30 secondes plus tard. Appelez Robert. Confirmez les montants du vol. Il est dévasté mais veut que la vérité soit rendue publique. Se dirige vers le lieu maintenant. Docteur Moreau. J'ai lissé mes mains sur ma robe tachée de vin une dernière fois, sentant le poids de mois de documentation dans ma pochette, le petit appareil d'enregistrement toujours caché dans ce qui restait de mon bouquet, et la certitude absolue que justice allait être rendue. Alors que je retournais vers la salle de réception, je pouvais déjà entendre le changement dans les conversations des invités, des murmures excités, des gens pointant vers les fenêtres, le genre de buzz qui se produit quand quelque chose d'inattendu captive l'attention de tout le monde. Le « oups » de Laurence était sur le point de lui coûter tout ce qu'elle avait passé 40 ans à construire, et j'étais prête à regarder tout s'effondrer. La salle de réception bourdonnait d'une énergie différente alors que je franchissais la porte ornée, ma robe tachée de vin bruissant à chaque pas délibéré. Les invités qui avaient été assis pour le dîner étaient maintenant regroupés près des fenêtres allant du sol au plafond, leurs conversations animées et confuses alors qu'ils pointaient vers quelque chose dans le ciel. Est-ce de l'écriture aérienne, entendis-je ma cousine Amandine demander à son mari, se protégeant les yeux du soleil de fin d'après-midi. À un mariage, répondit-il en plissant les yeux vers le haut. C'est inhabituel. Les premières lettres prenaient déjà forme en fumée blanche parfaite contre le ciel bleu brillant qui avait finalement émergé des nuages gris du matin, LAURENCE. Le script était élégant, professionnel, impossible à manquer depuis notre position surélevée au manoir de Bellefleur. Je me suis déplacé dans la foule avec un calme déterminé, notant comment les conversations commençaient à passer d'une curiosité confuse à une attention concentrée. De plus en plus d'invités remarquèrent le spectacle aérien, donnant des coups de coude à leurs voisins de table et pointant vers le ciel. Le personnel de restauration fit une pause dans son service du dîner, les serveurs tenant des assiettes du repas parfaitement préparées que Laurence avait essayé de saboter ce matin. Laurence elle-même restait béatement inconsciente de la situation qui se développait. Elle se tenait près du bar, tenant salon avec les tantes âgées de David et quelques amis de la famille, leur racontant probablement sa version du tragique accident avec ma robe. Sa posture rayonnait de satisfaction, les épaules en arrière, le menton levé, l'allure d'une femme qui croyait avoir remporté une victoire décisive dans une guerre dont son adversaire ne savait même pas qu'il y était engagé. Mais alors que le mot suivant commençait à se former dans le ciel, la teneur de la pièce changea radicalement. Les conversations moururent en chuchotement, puis en silence complet, alors que les invités réalisaient qu'il assistait à quelque chose d'inédit. Le rire de Laurence traversa le silence, trop fort et trop éclatant, alors qu'elle continuait sa performance pour les parents qui l'entouraient. Oh, vous auriez dû voir le visage de la pauvre Juliette quand je l'ai accidentellement bousculée, disait-elle, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Parfois, ces petits accidents nous enseignent des leçons importantes sur. Ces mots moururent dans sa gorge alors qu'elle suivit les regards horrifiés de son auditoire vers les fenêtres. La couleur quitta son visage parfaitement maquillé alors qu'elle vit, 20 000 € apparaître en lettres blanches grâce à travers le ciel. Sa bouche s'ouvrit et se ferma sans un mot, comme un poisson cherchant de l'air. « Qu'est-ce que c'est » demanda la grand-tante de David, Éléonore, la voix tremblante de confusion. « Qu'est-ce que ça dit sur Laurence » Au moment où, sa sœur, commençait à se former, Laurence balayait frénétiquement la pièce, ses yeux fous de panique alors qu'elle cherchait qui pouvait être responsable de cette exposition publique. Quand son regard me trouva, debout calmement près de la table d'honneur,
portant toujours ma robe tachée comme une armure, quelque chose de désespéré et de dangereux vacilla sur ses traits. J'ai croisé le regard de Marc de l'autre côté de la pièce et lui ai fait le signe de tête subtil que nous avions convenu. Il était positionné derrière sa cabine de DJ, son visage pâle mais déterminé alors qu'il comprenait ce que je lui demandais de faire. Ses mains se déplaçaient sur son équipement avec une précision professionnelle alors qu'il passait en douceur de la musique de fond douce du dîner à son microphone. « Mesdames et messieurs », annonça Marc, sa voix portant clairement à travers le système de sonorisation professionnelle, la mariée a un message spécial à partager avec tout le monde. La salle de réception tomba dans un silence absolu. 200 invités détournèrent leur attention du ciel vers les haut-parleurs, s'attendant peut-être à un discours de remerciement ou à une mise à jour sur ma robe. Au lieu de cela, la propre voix de Laurence emplit la pièce avec une clarté cristalline, chaque mot distinct et accablant. « Juliette, petite croqueuse de diamants manipulatrice. Je sais exactement ce que tu cherches. Mon fils mérite mieux qu'une inconnue qui pense pouvoir entrer dans notre famille et prendre ce qui ne lui appartient pas. » Le hoquet collectif qui ondula à travers la foule fut audible. Les invités regardaient entre les haut-parleurs et Laurence, leur visage enregistrant le choc, la confusion et une compréhension croissante. Laurence elle-même était devenue complètement blanche, ses mains pressées contre sa bouche comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre arrêter les mots qui avaient déjà été prononcés. « Éteignez ça » hurla-t-elle, se précipitant vers la cabine de Marc. « Éteignez ça tout de suite. Ce sont des conversations privées. » Mais Marc s'était positionné stratégiquement, et plusieurs des garçons d'honneur de David s'interposèrent subtilement sur le chemin de Laurence, l'empêchant d'atteindre l'équipement. Le deuxième message vocal commença à jouer, la voix enregistrée de Laurence détaillant ses plans élaborés pour rendre Juliette, si misérable qu'elle quitterait David avant leur premier anniversaire. David se tenait figé à côté de notre table d'honneur, son visage passant par des émotions que je n'avais jamais vues auparavant, confusion, horreur, reconnaissance et, enfin, une compréhension dévastatrice. C'était la voix de sa mère, les mots de sa mère, la campagne de guerre psychologique de plusieurs mois de sa mère contre la femme qu'il aimait. Le troisième enregistrement était le plus accablant, la confession ivre de Laurence d'il y a 2 semaines, sa voix pâteuse mais ses intentions limpides alors qu'elle décrivait sa surveillance de moi, son étude de mes faiblesses, sa détermination à exposer ce qu'elle appelait ma nature de chasseuse de fortune. Le nom vulgaire qu'elle m'avait donné résonna dans la salle de réception, chaque mot frappant le public stupéfait comme un coup physique. Je l'ai observée, étudiant ses faiblesses. Elle pense qu'elle est si parfaite, mais je vais montrer à tout le monde ce qu'elle est vraiment, une salope chasseuse de fortune qui a piégé mon fils avec de fausses alertes de grossesse et de la manipulation émotionnelle. Des parents âgés se couvraient la bouche sous le choc. Certains des plus jeunes invités sortaient leur téléphone, enregistrant probablement cet effondrement familial sans précédent. Ma mère était assise à sa table, les larmes coulant sur son visage, comprenant enfin les mois de cruauté subtile que j'avais endurés en silence. Mais c'est l'enregistrement final qui brisa complètement la pièce, la voix de Laurence, désinvolte et insensible, discutant de son vol du fonds médical de Sophie avec le détachement de quelqu'un qui équilibre un chéquier. J'ai emprunté de l'argent du fonds médical de Sophie. Elle va mourir de toute façon, et les funérailles coûtent cher. Elle ne saura jamais la différence, et ce n'est pas comme si ce traitement expérimental fonctionnerait réellement. Le silence qui suivit fut assourdissant. À l'extérieur, le message d'écriture aérienne était maintenant complet, Laurence a volé 20 000 € du fonds cancer de sa sœur. À l'intérieur, 200 invités venaient d'entendre Laurence admettre avoir volé de l'argent à sa sœur mourante, de l'argent qui aurait pu sauver la vie de Sophie. Les pièces s'emboîtèrent pour tout le monde simultanément. Sophie, la tante bien-aimée de David, décédée il y a à peine 3 semaines, avait passé ses derniers jours à s'excuser auprès de la famille d'être un tel fardeau financier. Elle est morte en croyant qu'il ne pouvait pas se permettre de l'aider, alors que Laurence avait volé sa bouée de sauvetage pour financer des décorations de mariage et des virées shopping personnelles. Plusieurs invités se mirent à pleurer ouvertement. D'autres fixaient Laurence avec des expressions de pur dégoût. Le grand-père de David, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui montrait rarement ses émotions, avait des larmes coulant sur ses joues burinées alors qu'il assimilait la trahison de sa petite-fille. Laurence retrouva enfin sa voix, se lançant dans une tentative désespérée de limiter les dégâts qui ne fit qu'empirer les choses. Ces enregistrements sont faux, hurla-t-elle, son masque composé complètement brisé. Juliette les a manipulés d'une manière ou d'une autre. Elle a planifié cette vengeance parce qu'elle savait que j'avais vu clair dans son jeu. Mais sa protestation sonnait creuse et désespérée face à la preuve de sa propre voix. Elle essaya d'approcher différents groupes d'invités,
ses mains gesticulant sauvagement alors qu'elle insistait sur le fait qu'il y avait une autre explication à tout, qu'elle pouvait clarifier le malentendu si les gens voulaient bien écouter sa version. Personne ne voulait croiser son regard. Le message d'écriture aérienne restait clairement visible au-dessus de leur tête, et ses propres mots enregistrés l'avaient condamné plus complètement que n'importe quelle accusation que j'aurais pu faire. Alors qu'elle devenait plus frénétique, plus désespérée, sa performance de respectabilité vieille de plusieurs décennies s'effondra complètement. La pièce regarda avec une fascination horrifiée la vraie Laurence émerger, manipulatrice, cruelle et assez désespérée pour voler sa propre sœur mourante. Et pendant tout ce temps, je restais tranquillement dans ma robe tachée de vin, regardant la justice se dérouler avec la satisfaction d'une femme qui avait finalement cessé d'être une victime. La sonnerie du téléphone de Robert traversa les murmures choqués comme un glas sonnant pour les morts. Le mari de Laurence depuis 40 ans se tenait près de la table d'honneur, sa main burinée tremblant alors qu'il regardait l'identifiant de l'appelant affichant « Dr Moreau » en lettres grasses. Toute la salle de réception sembla retenir son souffle alors que Robert répondait à l'appel, sa voix à peine audible par-dessus les bruits ambiants de verres qui teintent et de conversations feutrées. Mais dans le silence anormal qui s'était installé sur notre réception de mariage, chaque mot portait avec une clarté dévastatrice. « Docteur Moreau ?» « Oui, c'est Robert. » Son visage, déjà pâle à cause de la révélation par écriture aérienne et des enregistrements audio, devint complètement gris. « Êtes-vous certain, des montants ?» Laurence, qui essayait frénétiquement de convaincre les cousins de David que les enregistrements étaient d'une manière ou d'une autre fabriqués, se figea au milieu d'une phrase, sa tête se tourna brusquement vers son mari avec l'attention vive d'un prédateur sentant le danger. « Il y a 3 semaines. » La voix de Robert se cassa légèrement. Elle avait besoin de combien de plus, pour le traitement? La pause qui suivit dura une éternité. Les invités s'agitèrent inconfortablement sur leur siège, sentant qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus dévastateur qu'un désaccord familial. C'était l'effondrement complet d'une vie bâtie sur des mensonges. Je vois. Merci d'avoir appelé, docteur. Oui, je comprends les implications légales. Quand Robert mit fin à l'appel, le silence était si complet que je pouvais entendre mon propre cœur battre à tout rompre dans mes oreilles. Il resta là un moment, le téléphone toujours pressé contre son oreille, comme s'il s'accrochait à ces dernières secondes avant que son monde ne change pour toujours. Laurence. Sa voix traversa l'immobilité comme une lame trouvant sa cible. Elle se tourna vers lui, son visage un masque d'espoir désespéré et de panique à peine contenu. Robert, chéri, quoi que ce docteur t'ait dit, il y a une explication. Docteur Moreau vient de le confirmer. Les mots de Robert tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, chacun envoyant des ondes de choc à travers les invités assemblés. Tu as volé 23 000 € du fonds de traitement de Sophie. Elle est morte il y a 3 semaines parce qu'elle ne pouvait pas se permettre la thérapie expérimentale qui aurait pu lui sauver la vie. Le hoquet collectif de 200 invités fut audible, un son d'horreur pur alors que toute l'étendue de la trahison de Laurence devenait claire. Ce n'était pas seulement du vol, c'était un meurtre par négligence, la destruction volontaire de l'espoir pour le membre le plus vulnérable de leur famille. Robert commença à marcher vers Laurence avec l'allure mesurée d'un homme approchant sa propre exécution. Chaque pas semblait le vieillir d'une décennie, 40 ans de mariage s'effritant sous ses pieds comme des feuilles d'automne. Sophie m'a appelé 2 jours avant de mourir, dit-il, sa voix portant à travers la salle de réception avec le poids d'une dévastation absolue. Elle s'est excusée d'être un tel fardeau financier pour la famille. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi nous ne pouvions pas aider avec le traitement expérimental. Laurence essaya d'interrompre, sa bouche s'ouvrant pour offrir des explications ou des dénégations, mais la main levée de Robert la fit taire avec l'autorité d'un homme qui avait enfin vu clair à travers des décennies de manipulation. Elle est morte en pensant que nous ne l'aimions pas assez pour essayer de la sauver, continua Robert, sa voix se brisant alors que des larmes commençaient à couler sur ses joues. Elle a passé ses derniers jours à se sentir coupable de demander de l'aide, alors que tu avais volé sa bouée de sauvetage pour nourrir ta dépendance au shopping et ton besoin de contrôler tout le monde autour de toi. Laurence tendit la main vers lui, désespérément, ses mains parfaitement manucurées cherchant une connexion, un pardon, toute chance de sauver ce qui restait de son monde soigneusement construit. Robert, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Il recula comme si elle était contaminée, comme si 40 ans de souvenirs partagés étaient devenus toxiques en un instant. Je ne sais plus qui tu es. Je ne pense pas l'avoir jamais su. Les invités regardaient avec une fascination horrifiée un mariage qui avait survécu à 4 décennies, élevé des enfants, surmonté d'innombrables tempêtes, mourir en temps réel sous leurs yeux.
Ce n'était pas seulement un divorce, c'était l'annihilation complète de tout ce que Robert pensait savoir sur la femme avec qui il avait partagé sa vie. Ce qui se passa ensuite se grava dans ma mémoire avec la clarté d'une photographie. Robert, cet homme digne qui avait aimé Laurence envers et contre tout, regarda son alliance, la simple bague en or qui avait encerclé son doigt pendant 40 ans. Puis son regard se déplaça vers la fontaine de chocolat élaborée que Laurence avait insisté pour que nous incluions dans notre réception. Tu voulais que tout soit parfait et cher, dit-il doucement, sa voix portant une finalité qui fit même arrêter leur nettoyage au personnel de restauration. Alors, voici ta fin parfaite. Avec une cérémonie délibérée, Robert retira la bague en or de son doigt et la tint en l'air pour que tout le monde la voie. La bague capta la lumière des lustres en cristal, brillant une dernière fois avant sa destruction. La fontaine de chocolat continuait son élégante cascade, 3 niveaux de chocolat noir coulant qui avaient été la pièce maîtresse de la vision de Laurence pour notre réception. Robert arma son bras et lança la bague directement dans le chocolat coulant avec la force d'un homme se débarrassant de 40 ans de mensonges. L'éclaboussure projeta du chocolat noir sur la nappe blanche immaculée, des gouttelettes éclaboussant les invités voisins qui n'essayèrent même pas de s'éloigner du spectacle. La bague disparut dans la piscine tourbillonnante de chocolat, perdue à jamais dans la confiserie sucrée qui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Le symbolisme était parfait et terrible, leur mariage, comme la bague, était maintenant irrémédiablement perdu dans le gâchis que Laurence avait créé. Alors que son mari s'éloignait sans regarder en arrière, le sang-froid de Laurence vola finalement complètement en éclats. Elle se précipita vers la fontaine de chocolat comme une femme possédée, sa robe de créateur de mère du marié traînant derrière elle alors qu'elle tombait à genoux à côté de l'étalage élaboré. « Robert, s'il te plaît. Je peux tout expliquer. L'argent était juste emprunté. J'allais le rembourser. » Sa voix monta jusqu'à un hurlement alors qu'elle plongeait ses mains dans le chocolat coulant, cherchant frénétiquement la bague comme si la récupérer pouvait d'une manière ou d'une autre annuler la dévastation de la dernière heure. Mais ces protestations tombèrent dans des oreilles qui avaient entendu assez de mensonges pour toute une vie. Les invités commencèrent à sortir de la réception, beaucoup d'entre eux pleurant pour Sophie, pour Robert, pour la famille qui venait d'être détruite par la cupidité et la cruauté d'une seule femme. Les cheveux parfaitement coiffés de Laurence tombaient autour de son visage alors que le chocolat tachait sa robe chère, ses ongles manucurés grattant contre la base de la fontaine à la recherche désespérée d'une rédemption qui ne viendrait jamais. La femme qui avait essayé de m'humilier avec une tache de vin se dégradait maintenant publiquement d'une manière que je n'aurais jamais pu orchestrer. David se tenait à côté de moi, son bras autour de ma taille, me chuchotant des excuses et des promesses que nous traverserions cela ensemble. Mais alors que je regardais l'effondrement complet de Laurence, je ne ressentis aucune satisfaction dans sa souffrance, seulement un profond sentiment de justice enfin rendu. Alors que l'oncle de David escortait finalement Laurence hors du lieu, sa robe tachée de chocolat et ses cheveux en désordre lui donnant l'air d'une folle, elle se retourna pour crier une dernière accusation, tout cela est la faute de Juliette. Elle a orchestré toute cette catastrophe parce qu'elle savait que j'avais vu clair dans son jeu. Mais personne n'écoutait plus. La vérité avait été révélée, la justice avait été rendue, et le règne de terreur de Laurence était enfin terminé. Debout là, dans ma robe de mariée tachée de vin, entouré des personnes qui nous aimaient vraiment, j'ai réalisé que la tentative de Laurence de détruire ma journée parfaite m'avait, au contraire, donné quelque chose de bien plus précieux, la vengeance parfaite, servie avec une précision dévastatrice. Si cette histoire de vengeance du jour du mariage vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton j'aime dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une publication.